Sous la pluie battante, la clôture de ma maison s'effondra comme un château de cartes, emporté par une rafale de vent furieux. Je restai là, trempé, à contempler les planches brisées, me demandant si c'était un signe du destin ou simplement la cruauté du Mistral. À 28 ans, j'avais fui Paris pour ce coin perdu de Provence, espérant y trouver la paix, mais cette tempête semblait rire de mes illusions. Je m'appelle Adrien, un libraire discret, un peu rêveur, qui avait cru que Saint-Rémy-de-Provence serait un refuge. Ma maison, une vieille bâtisse héritée de ma grand-mère, était mon sanctuaire, mais cette clôture détruite laissait entrer le monde extérieur, et avec lui, des souvenirs que j'avais tenté d'enterrer. Ce soir-là, alors que je ramassais les débris sous un ciel d'orage, une silhouette apparut au bout du chemin. Un homme, grand, les épaules larges, avançait d'un pas assuré, un sac d'outils à la main. Besoin d'aide. Sa voix, grave et chaude, trancha le vacarme de la pluie. Je levai les yeux, méfiant. Il s'appelait Léo, 32 ans, un Italien qui s'était installé dans le village comme menuisier après avoir quitté Turin. Ses cheveux noirs bouclés dégoulinaient d'eau, et son sourire, à la fois confiant et doux, me déstabilisa. « Je peux réparer ça », dit-il en désignant la clôture. « Mais il faudra attendre que la tempête passe. » Je ne sais pas pourquoi j'acceptais. Peut-être à cause de la fatigue, ou de ce regard noisette qui semblait voir à travers moi. Il entra chez moi, et tandis que la pluie tambourinait sur les fenêtres, nous partagions un café brûlant. Léo parlait peu, mais chaque mot semblait peser, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile. Il me raconta qu'il avait fui l'Italie pour échapper à une vie qu'il ne voulait plus, sans donner de détails. Moi, je gardais mes secrets bien enfouis, terrifié à l'idée qu'un inconnu puisse deviner qui j'étais vraiment. Le lendemain, Léo revint avec ses outils. Il travaillait avec une précision hypnotique, ses mains calleuses maniant le bois comme s'il sculptait une œuvre d'art. Je l'observais depuis la fenêtre, troublé par la façon dont son corps semblait danser avec chaque mouvement. À un moment, il se tourna vers moi, et nos regards se croisèrent. « Tu comptes rester là à me regarder, ou tu viens m'aider » lança-t-il avec un sourire espiègle. Je rougis, mais je sortis, maladroit, tenant un marteau comme si c'était une arme étrangère. Nous travaillâmes côte à côte, et pour la première fois depuis des années, je me sentis vivant. Mais ce sentiment s'accompagnait d'une peur viscérale. J'avais passé ma vie à cacher mon attirance pour les hommes, à me fondre dans l'ombre, à fuir les regards indiscrets. Léo, lui, semblait si libre, si à l'aise dans sa peau, que cela me terrifiait autant que cela m'attirait. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur les champs, il planta la dernière planche. Il s'essuya le front, puis, sans un mot, posa ses mains sur mes hanches pour me stabiliser alors que je vacillais sur une échelle. Le contact de ses doigts, ferme mais doux, fit naître une chaleur dans ma poitrine. Nos regards se croisèrent, et pendant une seconde, le monde s'arrêta. Puis, il retira ses mains, murmura un « bonne nuit » et partit. Je restai là, seul, le cœur battant, sachant que quelque chose venait de changer à jamais. Les jours suivants, Léo devint une présence constante. Il trouvait toujours une excuse pour revenir. Une planche mal fixée, une porte qui grinçait, un prétexte pour entrer dans ma vie. Chaque visite était un mélange d'excitation et de terreur. Je n'avais jamais parlé à personne de mon homosexualité, pas même à ma famille. À Paris, j'avais vécu dans l'ombre, enchaînant des relations furtives, des rencontres sans lendemain dans des bars anonymes. Mais ici, à Saint-Rémy, sous le regard scrutateur des villageois, je me sentais nu. Léo, lui, semblait imperméable au jugement. Il parlait avec tout le monde, riait fort, et son accent italien faisait sourire les commerçants du marché. Mais je voyais aussi les murmures, les regards en coin. Les gens se demandaient pourquoi cet étranger passait tant de temps chez « le Parisien solitaire ». Madame Dubois, la boulangère, me lança un jour, avec un sourire ambigu. « Ton ami italien, il est bien serviable, non ?» Je balbutiai une réponse, sentant la panique monter. Un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin dans mon jardin, Léo me parla de Turin. « Là-bas, j'étais quelqu'un d'autre, » dit-il, les yeux perdus dans les étoiles. J'ai grandi dans une famille où l'amour était une prison. J'aimais un homme, mais je ne pouvais pas le dire. Alors, j'ai tout quitté. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Il savait. Il voyait en moi ce que je cachais depuis toujours. Je voulais lui dire la vérité, lui confesser que je ressentais quelque chose pour lui,
mais les mots restaient coincés dans ma gorge. À la place, je lui parlais de ma grand-mère, de ses histoires sur la Provence, de la solitude qui m'avait poussé à m'installer ici. Il m'écouta, sans juger, et quand il posa sa main sur la mienne, je ne la retirai pas. Mais le lendemain, tout bascula. En allant chercher du pain, j'entendis 2 hommes au café parler de l'italien et le libraire. Leur rire était lourd de sous-entendus, et l'un d'eux lâcha un mot qui me glaça, « PD ». Je rentrai chez moi, le cœur lourd, et pour la première fois, je ne répondis pas au message de Léo. Léo ne se découragea pas. Il frappa à ma porte le lendemain, un bouquet de lavande à la main, comme une offrande. « Tu m'évites, Adrien ?» demanda-t-il, son regard perçant. Je niai, mais il n'était pas dupe. Il s'assit sur le canapé, et pour la première fois, je vis une fêlure dans son assurance. « J'ai déjà vécu ça, » dit-il. « Les gens qui parlent, qui jugent. Mais je ne veux pas me cacher. Pas ici. Pas avec toi. » Ces mots réveillèrent une tempête en moi. Je lui racontai tout, mon adolescence à Paris, les regards de mon père quand il soupçonnait quelque chose, les nuits passées à pleurer en silence, la honte qui m'avait suivi comme une ombre. Léo m'écouta, et quand je finis, il se rapprocha, effleurant ma joue. « Tu n'as pas à avoir honte, Adrien. Tu es assez. » Ce soir-là, pour la première fois, je laissai quelqu'un entrer dans mon monde. Nous nous embrassâmes, timidement d'abord, puis avec une urgence qui me fit trembler. Mais la peur ne disparut pas. Chaque bruit dehors, chaque voiture qui passait, me faisait sursauter. Et quand Léo partit, je me demandais si je pourrais un jour être assez courageux pour vivre cet amour au grand jour. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Léo et moi passions nos soirées ensemble, partageant des repas, des rires, des silences complices. Mais chaque moment de bonheur était entaché par la peur. Les murmures du village s'amplifiaient, et je commençais à recevoir des regards hostiles. Un matin, je trouvai un mot glissé sous ma porte, « Rentre à Paris, PD ». Je montrai le mot à Léo, espérant qu'il me dise de l'ignorer. Mais il s'enflamma. « On ne peut pas les laisser gagner, Adrien », cria-t-il. « Si on se cache, c'est eux qui décident de notre vie. » Je voulais être aussi fort que lui, mais la peur me paralysait. Je lui demandai du temps, et il partit, frustré, me laissant seul avec mes démons. Ce soir-là, je reçus un appel de ma sœur, Claire, restée à Paris. Elle avait entendu parler des rumeurs par une cousine du village. « Adrien, sois prudent, » dit-elle. « Les gens peuvent être cruels. » Sa voix tremblait, et je compris qu'elle savait, elle aussi. Pour la première fois, je lui avouai tout. Elle pleura, mais pas de honte, de tristesse pour tout ce que j'avais porté seul. Léo ne revint pas pendant plusieurs jours. Je me noyais dans la culpabilité, me demandant si j'avais tout gâché. Mais un soir, il apparut à ma porte, les yeux brillants de détermination. « Viens avec moi, » dit-il. Il m'emmena dans un champ à l'écart du village, où il avait installé une couverture et des lanternes. « Ici, il n'y a que nous, » murmura-t-il. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, de nos peurs, de nos espoirs, de ce que nous voulions être. Léo me raconta comment il avait affronté sa famille en Italie, comment il avait perdu des amis mais gagné sa liberté. « Je ne veux pas te perdre, Adrien, » dit-il. « Mais je ne peux pas vivre dans l'ombre. » Je compris alors que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais un choix. Je choisis Léo. Cette nuit-là, nous fîmes l'amour sous les étoiles, et pour la première fois, je me sentis entier. Le lendemain, je pris une décision. J'allais affronter le village. Avec Léo, nous marchâmes main dans la main jusqu'au marché. Les regards pesaient sur nous, mais je refusais de baisser les yeux. Quand Madame Dubois nous sourit, je compris que tout le monde n'était pas contre nous. Mais un groupe de jeunes, mené par un certain Paul, nous barra la route. « Vous vous croyez où ?» lança-t-il, le visage tordu par la haine. Léo ne recula pas. « On est chez nous, » répondit-il calmement. La tension monta, mais avant que les choses ne dégénèrent, d'autres villageois intervinrent, nous défendant. Ce fut un moment de grâce inattendue, un rappel que la peur des autres ne définit pas qui nous sommes. Les mois passèrent, et notre amour devint une force. Nous transformâmes ma maison en une librairie-café, un lieu où chacun pouvait être soi-même. Les rumeurs s'estompèrent, remplacées par des histoires de clients qui trouvaient refuge chez nous. Léo et moi apprîmes à vivre sans peur,
à construire une vie ensemble, imparfaite mais vraie. Un soir, alors que nous fermions la librairie, Léo me prit dans ses bras. « Tu te souviens de la clôture ?» demanda-t-il en riant. Elle était cassée, mais elle nous a réunis. Je souris, le cœur léger. Parfois, il faut que quelque chose se brise pour que quelque chose de beau puisse naître.